Bonjour aux collègues. Donc, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Aujourd'hui, c'est un live pour toujours continuer à accompagner les professeurs, que vous soyez tuteur, que vous soyez stagiaire, que vous soyez contractuel, titulaire, etc., formateur, sur le plan de la réflexion. Et donc, j'attends, ça y est, donc il y a des gens qui commencent à se connecter. Bonjour aux collègues. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le clavardage. Comme d'habitude, j'ai une présentation qui va durer à peu près une demi-heure. Et après, vous pouvez me poser des questions même pendant que je suis en train de parler sans problème. Donc, pour commencer, en fait, la semaine dernière, j'ai fait un live. C'était vraiment très, très intéressant. Il y avait des gens qui étaient connectés, qui m'ont posé des questions. Ça a induit une réflexion entre nous. Et puis après, j'ai dû faire des vidéos supplémentaires pour répondre aux questions, enfin, notamment à la question sur les WH questions. Donc, c'était vraiment intéressant. Je n'avais pas prévu de faire un live aujourd'hui. Et en fait, en continuant la réflexion, je me suis dit, bon, allez, je vais refaire un live parce que c'est tellement passionnant. Et donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de réfléchir aux stratégies. Et donc, le début de ma réflexion est parti de... La semaine dernière, on a parlé... à un moment donné des WH questions, et dans les questions que les gens me posaient, après le live, il y avait beaucoup d'échanges autour de, parce qu'on est parti de l'idée pourquoi est-ce que les formateurs disent qu'il faut interdire les WH questions. Et il y a une personne qui a mis dans le commentaire, parce que ça ne permet pas de développer les stratégies. Et en fait, j'ai mis comme commentaire, mais en fait, on peut poser des WH questions, par exemple, where does it take place? Et puis après, poser la question, how do you know that it's in this place, etc. Et donc, en fait, je me suis dit, aujourd'hui, je faisais un live sur les stratégies. Et donc, pour commencer, donc, ce live va être en 3 parties. Donc, il y aura une petite introduction sur l'évaluation. C'est pour ça que j'ai parlé de l'évaluation quand j'ai fait le post sur Instagram. Parce que l'idée, on se focalise énormément sur l'évaluation. Donc, je vais faire une introduction sur l'évaluation. Après, je vais basculer sur les stratégies. Parler de l'importance des stratégies, quelles sont les stratégies et où les trouver, et puis après, comment les travailler en cours, et il y a une conclusion. Donc, au début, pour parler de l'évaluation, en fait, on voit, donc j'ai fait des webinaires sur l'évaluation, mais on voit depuis un certain nombre d'années qu'il y a une évolution sur le plan de l'évaluation des élèves. Donc avant, on avait des notes, et puis depuis un certain nombre d'années maintenant déjà, en fait, on est passé des notes aux couleurs, à acquis, non acquis, en cours d'acquisition, satisfaisant, etc. On a le cadre européen commun de référence pour les langues avec les niveaux A1, A2, etc. Et en fait, il y a une accumulation de critères différents pour évaluer les élèves. Donc, je ne vais pas rentrer dans est-ce que c'est intéressant, pas intéressant. L'évaluation, c'est très important, d'accord? Les élèves, ils ont besoin... de toute façon, enseigner, c'est évaluer en permanence. Mais c'est vrai que l'évaluation, c'est souvent ce qui sert de dialogue entre les parents et l'enfant. Quand ils rentrent le soir, les parents disent, qu'est-ce que tu as eu, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Enfin, ils ne posent pas tellement la question, qu'est-ce que tu as fait, mais est-ce que tu as une note? Qu'est-ce que tu as eu comme note? Essayer de comprendre pourquoi tu as eu cette note, etc., etc. Donc, en fait, l'évaluation, c'est normal. Mais les changements de modalité d'évaluation, d'accord, le fait de passer par des notes vers le cadre européen commun de référence pour les langues, à l'origine, l'objectif, c'était quand même de comprendre qu'est-ce qu'on attendait de la part de l'élève pour avoir tel niveau. Parce qu'avant, on pouvait mettre une note, mais finalement, quelle était la note, à quoi correspondait un 15, un 20, c'était un peu mystérieux. Maintenant, avec le cadre européen commun de référence pour les langues, on sait que l'élève doit savoir faire ceci, savoir faire cela, pour atteindre le niveau supérieur. Donc ça, c'est la réflexion sur l'évaluation. Donc, je trouve qu'on a bien acquis ça. Les enseignants ont compris le niveau A1, A2, d'accord, même si on peut perfectionner, c'est pas facile, etc. Mais globalement, l'évaluation des activités langagières, c'est acquis par les professeurs. Là où je trouve que on a encore du progrès à faire, c'est sur le plan des stratégies. Et c'est vraiment pas facile. Pourtant, c'est présent dans les programmes, dans le cadre européen commun de référence pour les langues, et dans le livre que je parlais, dans le livre que je mentionnais la dernière fois, le livre de Paul Nation, Learning Vocabulary in Another Language, au début, il y a un passage qui est très très intéressant et qui parle des 4 piliers
pour que les élèves puissent progresser. Donc, je vous en ai parlé un peu la dernière fois, mais donc l'un des 4 piliers, c'est les stratégies. Et c'est la raison pour laquelle on va aborder les stratégies maintenant. Donc, dans le livre de Paul Nation, il dit il faut que les professeurs, enfin les élèves, passent autant de temps à... Vous vous rappelez, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais enseigner, transmettre, c'est répéter. Et donc, comme ça s'adresse à des contractuels qui vont passer le CAPES, etc. Donc, c'est important. Pour que les élèves progressent, il faut passer autant de temps dans les activités de compréhension que dans les activités de réception. C'est réception, production. Dans les stratégies, les activités où on travaille, où on développe les stratégies, et dans les activités où on développe la fluency. Donc le troisième qui est développer les stratégies, c'est ce qu'ils appellent Language Focused Learning. Et donc, ce qui se passe, je trouve, c'est qu'on passe beaucoup de temps à, et c'est normal, de développer les activités de compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production orale, mais est-ce qu'on travaille les stratégies vraiment avec les élèves ? Je ne suis pas sûre que tout le monde le fait vraiment. Et donc, aujourd'hui, on va aborder les stratégies un peu plus dans le détail et je vais vous donner un certain nombre de pistes d'aide et des exemples concrets. Donc d'abord pour les collègues qui débutent complètement dans l'enseignement de l'anglais, une stratégie, c'est quelque chose qui aide l'élève à mieux réussir. C'est une technique, c'est un truc, une astuce qui permet à l'élève de progresser en anglais. Parce que là, je parle en anglais, mais ça peut être n'importe quelle langue vivante. Donc, ça peut être progresser sur le plan de l'apprentissage du vocabulaire. Comment est-ce qu'on apprend son vocabulaire? Ça peut être progresser dans une activité langagière. Comment est-ce qu'on fait pour mieux comprendre un texte? Comment est-ce qu'on fait pour mieux comprendre un document vidéo, audio? Comment est-ce qu'on fait pour mieux parler, pour mieux écrire? Et en fait, ce qui est intéressant dans que l'on regarde les programmes, que l'on regarde le cadre européen commun de référence pour les langues, en fait, par niveau, c'est-à-dire au niveau A1, A2, B1, B2, etc. En fait, il décline les stratégies qu'il faut développer avec les élèves pour leur permettre de progresser. Voilà, donc c'est vraiment cette sorte de bivalence où vous avez à la fois qu'est-ce qui est attendu de l'élève pour atteindre le niveau, à ce niveau-là, qu'est-ce qui est attendu, mais également, comment est-ce qu'on fait pour l'atteindre? Et c'est cette deuxième partie-là qui est Language Focused Learning, qui est l'objectif de ce live. Donc, à la base, ce qui est fondamental sur ce que dit la recherche, c'est que la différence entre un bon élève et un élève qui est moins bon, par exemple en anglais, c'est que le bon élève, il a des stratégies qui lui permettent de progresser, d'apprendre du vocabulaire, par exemple. Donc, si on parle du vocabulaire, ou si on parle par exemple, de comprendre un film, etc. En fait, il utilise des stratégies. Des fois, il en a conscience. Pardon. Des fois, il en a conscience, mais des fois, il n'en a pas conscience. La différence, c'est qu'un élève qui est en difficulté, en fait, il n'a aucune stratégie, il ne sait pas comment faire pour être un bon élève. Et donc, en fait, tout l'intérêt de travailler les stratégies et de concentrer l'attention des élèves sur les stratégies, c'est de leur faire comprendre qu'on ne devient pas un bon élève par hasard et qu'il y a des techniques pour y arriver. Et donc, en fait, il faut que les élèves ils aient conscience des techniques. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un est bon à un moment donné et qu'il utilise des stratégies qu'il n'a pas besoin de connaître les stratégies. Parce que les stratégies, par exemple, qui permettent de comprendre un document vidéo, donc, en fait, ça va varier en fonction du type de vidéo. Donc, il n'y a pas 40 000 stratégies. Mais ce n'est pas parce qu'un élève arrive à comprendre un document vidéo qu'il va arriver à comprendre tous les documents vidéo. Même, vous voyez, un bon élève, par exemple. Et donc, le fait de savoir qu'il y a plusieurs stratégies qui permettent d'arriver à comprendre, ça permet d'arriver à se débrouiller, même quand on est face à un document, par exemple, dans lequel on a du mal. Il faut savoir aussi, donc on a l'habitude de dire dans la recherche qu'il y a des gens qui sont plutôt visuels et auditifs. Vous voyez, donc ça c'est une stratégie où, par exemple, quelqu'un qui serait auditif, pour apprendre son vocabulaire, il faut qu'il l'entende. Quelqu'un qui est visuel, il faut qu'il le voie, il va le recopier, etc. Donc ça dépend des gens.
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la recherche montre qu'une personne n'est pas nécessairement auditive ou visuelle, ou, vous voyez, toute sa vie. En fait, non seulement en fonction du document, mais également en fonction de soi-même et de l'évolution, en fait, on va utiliser plus ou moins certaines stratégies pour arriver à progresser. Et donc, comprendre qu'il n'y a pas que ça ne se fait pas spontanément de progresser, qu'il y a des manières d'apprendre, des manières de comprendre, des manières qui permettent de progresser, c'est vraiment très très important. Donc, quelles sont les stratégies? Donc ça c'est la deuxième partie qui est intéressante. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les stratégies, mais je vais quand même vous donner, des exemples concrets pour que vous voyez bien. Par contre, si vous êtes stagiaire, vous êtes contractuel, vous préparez le CAPES, regardez les programmes de langue, que ce soit collège et lycée, et également regardez le cadre européen commun de référence pour les langues. Donc, je vais revenir un peu plus dans le détail après, mais vous allez voir énumérer, en plus des niveaux qui sont visés par les élèves, les stratégies. Et c'est vraiment explicite, il y a écrit ce que l'élève peut mobiliser pour comprendre. Donc ça, c'est ce qu'on attend de lui, ce que sait faire l'élève, etc. Donc ce que sait faire l'élève, c'est ce qu'il doit être capable. C'est ce qu'on vise sur le plan de son niveau. Mais après, à chaque fois, on énumère également les stratégies qui permettent à l'élève de progresser. Alors, je regarde. Donc, par exemple, là, vous voyez, bon, mon document, il est très souligné. Mais là, vous voyez, il y a marqué les stratégies. Et les stratégies, à chaque fois, sont classées par niveau. Donc, c'est pratique. Et quand on regarde dans le cadre européen commun de référence pour les langues, exactement, on a les stratégies qui correspondent aux différents niveaux. Donc, si par exemple, prenons l'idée des stratégies de mémorisation du vocabulaire. Okay, donc ça, je ne l'ai pas vu dans le cadre européen commun de référence pour les langues ou le programme, mais on les trouve, par exemple, dans le livre de Paul Nation. Et c'est très intéressant que les élèves comprennent que, par exemple, parmi les stratégies pour apprendre du vocabulaire, la recherche montre que quand on a des mots qui sont difficiles, il faut plutôt les mettre en début de liste ou en fin de liste, et mettre les mots faciles au milieu, parce qu'on les retient plus facilement. Certains élèves donc, vont apprendre mieux en marchant ou en parlant. La recherche montre que utiliser des flashcards, c'est très efficace. Et donc, tout ce qui est les sites comme Quizlet ou les équivalents qui sont gratuits sont très efficaces pour apprendre et mettez le son, parce que quand on sait comment un mot se prononce, on a plus de chances de le retenir. Et donc, il faut mettre le son quand on apprend le vocabulaire. Et souvent, ces applications, en fait, ça permet, une fois que le mot est connu, de le mettre de côté pour se concentrer sur les mots qu'on ne connaît pas. Donc, donc ça, c'est des stratégies. Utiliser des flashcards pour apprendre son vocabulaire. Écrire un mot et le cacher. Voyez, vous écrivez, puis vous cachez, vous réécrivez, réécrire jusqu'à ce qu'on a appris son vocabulaire. Apprendre le mot dans une phrase. La recherche montre également la vieille technique du répertoire. Ça marche parce que, alors ce qui est intéressant, ce qui est expliqué, c'est que donc on peut classer les mots dans l'ordre alphabétique, mais quand l'élève se réfère dans ce répertoire, ce qui est intéressant, c'est qu'il fasse un petit tic à chaque fois qu'il consulte le mot. Parce que le fait de voir le mot et de voir qu'il l'a déjà cherché, qu'il l'a déjà recherché, et donc s'il voit qu'il y a par exemple 4 petits tics après un mot, en fait il se rend compte, disons, ça fait 4 fois que j'ai déjà vu ce mot, je ne l'ai toujours pas retenu. Ce processus-là mental, c'est une stratégie qui lui permet de retenir du vocabulaire. Donc, mais également toutes les techniques de mémorisation, c'est-à-dire revoir son vocabulaire le soir, le lendemain, la veille, mais plusieurs fois dans la semaine, etc. Visualiser avec des images, passer par la traduction. Donc tout ça, c'est des stratégies. Donc je vais passer à d'autres stratégies. Donc pour l'instant, je suis vraiment en train d'énumérer des stratégies pour que vous compreniez, mais je ne vais pas les énumérer toutes, mais quand même, je vais vous donner des exemples, et puis après, on va voir comment le mettre en pratique en cours. Les stratégies de compréhension écrite, donc par exemple, quand on regarde, en fait, pareil, alors dans les programmes, ils mettent compréhension de l'oral et compréhension de l'écrit ensemble. Mais en fait, ça va être par exemple, si on parle du niveau 6e, c'est CD de l'image. CD de tout ce qui est, de tous les éléments périphériques. Donc, ils disent, par exemple, s'appuyer sur les indices visuels et sonores pour essayer de comprendre. Les images, la musique, les bruitages. S'appuyer, si vous êtes sur un texte, sur les mots transparents.
s'appuyer sur le titre, l'auteur, la date, la répétition des mots, les mots qui sont accentués, qui sont entendus, repérer les émotions, c'est l'émotion portée par la voix, par les gestes, pour comprendre, pour identifier l'humeur des interlocuteurs. Par exemple, si vous êtes en compréhension orale, donc si on trouve d'autres stratégies, eh bien c'est repérer le passé pour le ED, pour comprendre que ça a lieu dans le passé, et pas seulement s'appuyer sur le repérage du mot de vocabulaire. Parce que le vocabulaire, c'est très important pour comprendre. Okay, sans vocabulaire, on ne comprend rien. Mais sans grammaire, on ne comprend pas beaucoup non plus. Et donc, c'est important de repérer les éléments qui correspondent à la grammaire dans un flux oral. Et donc, tout ce qui est la grammaire de l'oral, c'est un travail qui est important. Et c'est une stratégie de repérer, par exemple, quel temps ça se passe, quel temps, pour comprendre quand ça se passe. Donc ça peut être repérer les verbes au passé, s'appuyer sur les chiffres, les noms propres, les illustrations, le titre, repérer les marqueurs temporels, les connecteurs dans un texte, mais également essayer de trouver les oppositions entre les opinions grâce à des connecteurs, grâce à des but, however, I disagree, etc. Et donc à partir de mots qui sont de base, comprendre que par exemple il y a un accord ou il y a un désaccord. Donc ça, c'est au niveau de la compréhension écrite. Mais je ne vais pas tout énumérer, parce que comme je vous ai dit, je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Quand on regarde le cadre européen commun de référence pour les langues, en fait, donc je vous encourage à regarder à partir de la page. Donc en fait, vous allez voir page, alors je crois que c'est 91 et 92 dans le cadre européen commun. Et puis après, vous avez les stratégies. Vous avez les stratégies interactives, 103, page 103, 105. Donc, regardez à l'intérieur dans le sommaire et vous allez voir, c'est indiqué clairement les stratégies de production, les stratégies de réception. Et si vous préparez le concours, il faut vraiment faire des fiches. Faites des fiches, stratégie de production, stratégie de réception. Et si vous êtes contractuel, testez-les auprès de vos élèves pour voir ce qui marche. Donc, quand on regarde ce qu'il y a écrit, en fait, on voit les stratégies de réception, c'est classé par niveau, comme dans les programmes. Donc, on voit, après A1 peut déduire le sens d'un mot à partir de l'illustration. A1 peut déduire la signification d'un mot inconnu concernant une action concrète ou un objet, à condition que le texte qui l'accompagne soit très simple et porte sur un sujet familier et quotidien. Donc, en fait, ça va être de repérer un mot familier dans un ensemble de mots. Donc, s'appuyer sur les connaissances qu'on a déjà pour essayer de comprendre. Donc, ça, c'est une stratégie. C'est-à-dire, dans un flux de parole, quand on a un document authentique, à comprendre que c'est pas parce qu'on ne comprend pas tout qu'on ne comprend rien. Et donc, développer chez les élèves cette stratégie-là qui est, on arrive, donc c'est une forme de stratégie de motivation, d'arriver à faire comprendre à l'élève que de toute façon on comprend quelque chose parce qu'il y a une image. Et il va y avoir des mots qui ont été vus en cours et l'objectif, ça va être de retrouver ces mots-là dans le flux de parole pour comprendre quand même globalement, grâce à l'image et grâce à des repérages de mots, arriver à comprendre quand même, alors qu'on ne comprend pas tout. Et donc, en fait, donc ça, c'est, je fais très simple. Dans les stratégies de réception, et puis après, il y a les stratégies de production. Et donc, alors, dans les stratégies, attendez, je vais juste dire, il y a l'exploitation des illustrations, des modèles de présentation, des titres, sous-titres, mise en page, capacité à déduire un sens, l'exploitation des indices langagiers. Ça peut être, donc il parle des nombres, des noms propres, les préfixes, les suffixes, la racine des mots, les connecteurs temporels, les logiques, l'utilisation experte d'une variété de stratégies, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous préparez le CAPES, c'est par rapport au support qu'on vous donne, de voir, OK, qu'est-ce qui va permettre aux élèves d'arriver à comprendre dans le document qu'on me donne. Puisque vous ne pouvez pas prendre seulement une partie du document, vous devez le prendre en entier. Enfin, en général. Et donc, qu'est-ce qui aide les élèves? Est-ce que ça va être les dates? Est-ce que ça va être les noms avec des majuscules? Est-ce que ça va être les mots qui sont similaires, les racines des mots, les préfixes, les suffixes, les connecteurs temporels? Dans les stratégies de production, donc là je regarde, donc on a pareil, dans les programmes, on les a également, c'est vraiment bien classé, et on les a aussi dans le cadre européen commun de référence pour les langues. Et ils disent, les stratégies de production sont présentées selon l'approche classique
des stratégies de la communication interlangue. Il parle de planification, d'exécution, de contrôle et de correction. Et en fait, c'est ces activités de production qui vont permettre à l'élève, ces stratégies qui vont permettre à l'élève de développer leurs compétences de production. Donc, il dit ça d'abord. Et la planification, donc, eh bien, c'est préparer en répétant. Voilà. Donc, par exemple, bon, alors c'est plutôt pour des niveaux A2, hein, on n'est pas dans le tout débutant. Mais le fait de s'entraîner et de répéter avant de parler, c'est une stratégie qui permet à l'élève de mieux s'exprimer à l'oral. Et c'est pour ça, des fois, les professeurs, ils me disent, mais apprendre par cœur un texte, est-ce que c'est vraiment une production orale? Et je dis, mais oui, parce que de toute façon, à la base, on part de modèles pour pouvoir s'exprimer. Et apprendre des modèles, des phrases complètes, des sketchs, etc., dans lesquels l'élève va répéter ce qu'il a appris par cœur, déjà, c'est déjà un travail, mais ça lui permet d'intégrer des structures qu'il va pouvoir après réutiliser en variant des mots, etc. Donc, partir d'un sketch et demander aux élèves voilà, de changer des mots et d'apprendre le sketch par cœur en changeant des mots, eh bien, c'est une stratégie qui lui permet de développer ses compétences d'expression orale. Voilà. Et donc, en fait, le cadre européen commun, il continue par niveau. Il dit, voilà, il peut planifier ce qu'il faut dire, les moyens de le dire en tenant compte de l'effet à produire sur son destinataire. Donc là, on est à niveau B2, nettement supérieur. Il parle également de contrôle et correction, c'est-à-dire par exemple, peut recommencer avec une tactique différente s'il y a une rupture de communication. Donc ça, on est au niveau B1. Donc un très bon niveau de collège. Vraiment, on vise 20 sur 20. Et juste, je fais une parenthèse, juste que vous sachiez, avec l'inspection générale, on attend un retour sur les notes pour le DNB. Donc juste que vous sachiez que dès qu'on a le retour de l'inspection générale sur les notes pour le DNB et tout ça, je ferai un live pour vous dire ce qu'on nous a transmis, pour que vous soyez bien au courant. Alors attendez, je regarde s'il y a des questions, parce que... alors, ok. Ah oui, alors voilà. Alors, à la fin du cahier, les élèves ont un tableau dans lequel ils listent les stratégies à la fin de chaque séquence par activité langagière. Oui, oui. Donc, je trouve que c'est intéressant. Ce qui est intéressant avec ce que vous dites, c'est qu'en fait, ils les acquièrent petit à petit. Voilà, donc je trouve que c'est très intéressant. Et après, ce qui est intéressant, c'est comment vous amenez les élèves à donner leur stratégie. Alors, peut-être que, par exemple, vous travaillez une compréhension orale et puis vous demandez aux élèves « How do you know this? How did you understand ?» Ou quand ils apprennent le vocabulaire, comment ils apprennent le vocabulaire. Mais le fait que vous les listiez à la fin et qu'ils puissent se référer régulièrement et qu'ils les listent au fur et à mesure, au fur et à mesure de l'année, c'est parfait. Voilà, c'est exactement l'objectif de mon webinaire, de mon live. Les tableaux qui sont censés garder et compléter année après année. Oui, oui, excellent, excellent. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que des fois, il y a des professeurs, vous savez, en collège, ils ont des sortes de petites boîtes qu'ils mettent sur le bureau des élèves, quand ils travaillent en groupe, etc. Et des fois, je vois sur Instagram les professeurs, donc ils font des choses qui sont très jolies, et il y a des professeurs, ils mettent des choses à l'intérieur, etc. Et on pourrait très bien imaginer une fiche plastifiée avec les stratégies qui ont été vues, voyez, au premier trimestre, et que vous... Alors après, vous n'allez pas faire des fiches plastifiées tout le temps, mais les stratégies, ça peut être quelque chose qui va être mis à l'intérieur de la boîte, et quand vous faites travailler une compréhension orale, par exemple, en petit groupe ou en individuel, eh bien, en fait, on peut imaginer que l'élève, il a cette aide-là pour arriver pour l'aider à comprendre. Pour qu'il ne soit pas face à un document en se disant « Oh, je ne comprends rien ». Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, en fin de cahier, c'est très bien. Et également, on peut très bien imaginer sur la table. Alors, le cahier ouvert, ça fait exactement la même chose. Voilà, donc merci, c'est intéressant de savoir où le placer dans le cahier. Ok, merci. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres choses que vous voulez partager, ça enrichit la réflexion. Et donc, en fait, quand on regarde, quand on continue dans le cadre, en fait, on a d'autres stratégies. Donc, il ne me reste plus que 5 minutes. Alors, je vais, par exemple, une stratégie de communication. Et donc, ils mettent des stratégies de compensation. C'est arriver à se faire comprendre alors qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Donc, c'est intéressant. Et puis, c'est important, ces stratégies de compensation. Et donc, dans le cadre, on trouvait, par exemple, désigner du doigt.
Okay, c'est vraiment la base. Désigner du doigt quand on veut quelque chose. Faire des gestes pour clarifier ce qu'on veut dire. Donc c'est très important si on, par exemple, quand on regarde les vidéos de Cambridge, les différents examens de Cambridge, avec les niveaux A1, A2, B1, B2. Donc si vous les voulez, vous m'écrivez à fiona.radkoff@ac-nantes.fr et je vous enverrai les vidéos de Cambridge. Mais en fait, vous les avez sur Internet, classés. Et sur la chaîne YouTube, ils sont classés et il y a les liens qui sont donnés, etc. Et ce qui est intéressant, quand on voit les examens de Cambridge des élèves, en fait, c'est pour le niveau A2, mais même le niveau B1, donc ils sont toujours par paire, c'est très intéressant. Et même à niveau B1, je me rappelle, il y avait une vidéo où il y avait des jeunes, des adolescentes, elles devaient décrire un document iconographique, et il y en avait une, en fait, elle se trompait sur... donc je crois qu'il y avait un mariage qui était sous un pont, il y avait un pont, et puis elle disait the wedding, alors elle ne savait plus dire wedding, elle dit under... on, elle savait plus. Et en fait, elle a dit comme ça. Et on a compris que c'était sous, en fait, ça avait lieu sous le pont. Et en fait, les stratégies de compensation par les gestes, c'est quelque chose qui est important. Et pourtant, elle a quand même eu le niveau B1. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ces vidéos, parce que ça permet de comprendre que quand on regarde juste le texte, on croit qu'il faut que ce soit parfait. Et en fait, non. Le niveau A2, on voit que les élèves, ils font à peine des phrases, ou ils font des phrases toutes apprises par cœur. Par exemple, I like playing the guitar. Et puis, quand ils répondent aux autres questions, tout le reste, c'est des mots. Mais on voit qu'ils comprennent, ils arrivent à se faire comprendre, alors qu'en fait, c'est pas très riche. Voilà. Mais c'est un niveau A2. Donc, c'est intéressant de comprendre quel est le niveau, concrètement, qu'est-ce que ça donne à l'oral. Donc maintenant, donc après, il y a les stratégies interactives, et puis il ne me reste plus que quelques minutes. Donc, comment faire pour travailler les stratégies en cours? Donc, comme on est au niveau collège, parce que j'ai fait collège, mais on pourrait imaginer au niveau lycée également, ce qui est important, c'est, donc, vous les mettez, par exemple, ce que vous avez dit à la fin du cahier. Mais ce qui est intéressant, c'est que les élèves testent. Par exemple, quand ils apprennent les mots de vocabulaire, j'avais donné ce conseil il y a quelques années dans un établissement. Les professeurs me disaient c'est épouvantable, ils ne connaissent pas le vocabulaire. Et je leur avais dit, écoutez, prenez 1 heure de votre cours, ce ne sera pas perdu, mais prenez 1 heure dans laquelle vous allez dire, ok, on va voir, est-ce que vous apprenez le vocabulaire correctement. Donc là, je dis en français, mais ça dépend du niveau des élèves, etc. Donc, vous mettez, par exemple, donc juste sachez, la recherche dit que plus on connaît de mots, plus on peut en apprendre. D'accord? Donc, ne commencez pas avec 10 mots en 6e, parce que ça risque d'être trop compliqué. Mais faites taper à peu près comme vous pensez que les élèves peuvent apprendre les mots. Donc, vous donnez, par exemple, 5 minutes ou 10 minutes pour apprendre 5-6 mots de vocabulaire. Dans les mots de vocabulaire que vous allez donner, donc vous dites l'objectif, c'est d'apprendre le vocabulaire. Vous avez 10 minutes et vous mettez dedans un mot transparent. Par exemple, vous mettez important, qui est important. Vous mettez un mot qui est semi-transparent, à peu près similaire. On comprend quand on lit que c'est le même mot, mais ce n'est pas exactement la même écriture. Et puis mettez après 3 ou 4 autres mots qui sont différents. Vous demandez aux élèves, ok, vous apprenez ces mots de vocabulaire et vous êtes en cours. Et quand vous avez donné le temps qui est imparti, après vous dites aux élèves, ok, vous effacez les mots qui sont au tableau, vous donnez les mots en français, vous leur dites de noter sur une feuille les mots en anglais. Et après, une fois que c'est fini, vous dites, ok, who had the 6 points? Who had 10 points? 5 points, 4 points. Et en fait, vous demandez aux élèves, une fois que... donc vous demandez aux élèves de lever la main. Okay, la note ne compte pas. L'objectif, c'est de voir qui arrive à apprendre les mots et qui a du mal. Et pourquoi? Comment est-ce qu'on peut aider ceux qui ont du mal à apprendre le vocabulaire? Et donc de comprendre à partir des bons élèves quelles sont les stratégies qu'ils utilisent pour après que les autres, dans l'apprentissage du vocabulaire, ils puissent utiliser ces mêmes stratégies-là. Alors, les stratégies qu'on utilise, il n'y a pas que ça, d'accord? Il y a apprendre son vocabulaire en dehors des heures de cours, les revoir régulièrement, etc. Ça participe à la mémorisation. Mais les élèves, quand ils vont se rendre compte qu'il y a certains qui arrivent à apprendre et d'autres qui n'arrivent pas à apprendre, en fait, ils vont s'interroger. Pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à apprendre mon vocabulaire? Et qu'est-ce que mon camarade, il utilise comme stratégie qui fait que peut-être que moi, en fait, j'apprends mal et qu'il y a une autre manière d'apprendre. Et donc, ça va être, quand vous donnez la consigne, ok, vous apprenez les mots, vous dites aux élèves, vous faites comme vous voulez.
D'accord? Vous pouvez travailler avec votre camarade, vous pouvez travailler tout seul, vous pouvez écrire, vous pouvez marcher, vous pouvez parler, vous faites ce que vous voulez. Et en fait, après, une fois que donc vous avez fait le bilan, vous redonnez un nombre de mots, mais des mots différents, et vous dites, ok, maintenant, ceux qui ont bien appris, vous continuez, mais les nouveaux, vous essayez de changer de stratégie pour voir si ça marche. Et vous prenez le temps, donc c'est vraiment ce que disait Paul Nation, language focused learning, c'est-à-dire prendre le temps d'apprendre aux élèves qu'il y a une manière d'apprendre pour être un bon élève. Voilà, donc ça c'est une technique qui est intéressante. Et donc après, lister les stratégies, faire tester, lister les stratégies, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, et faire comprendre que ce n'est pas nécessairement à cause de soi, c'est d'abord parce qu'on ne sait pas soi-même, mais également parce que ça dépend là des supports. Et donc il va y avoir des stratégies qui vont mieux marcher avec l'un et un autre. Voilà, donc voilà, donc j'ai dit juste l'avant-conclusion, c'est que les stratégies nécessaires pour réussir peuvent dépendre du type de support qui est donné aux élèves. Et donc, même pour les bons élèves, c'est important qu'ils connaissent les stratégies. Et donc, il faut que les élèves comprennent qu'il y a plusieurs stratégies. Il faut qu'ils en aient conscience pour pouvoir comprendre qu'en fait, on ne devient pas un bon élève par hasard. Et c'est important parce que souvent, il va y avoir l'idée que je ne suis pas bon en anglais. Ou les parents vont dire, mon enfant, il n'est pas bon en anglais. Tout ça, c'est normal. Moi, je n'étais pas bon en anglais non plus. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas une question de ça. Alors, pour conclure, on se focalise beaucoup sur les niveaux à atteindre, et c'est normal, parce qu'il faut que les élèves sachent ce vers quoi on veut les amener, d'accord? Donc il faut les évaluer, il faut qu'ils comprennent le niveau qui est visé, et les grilles, quand on regarde les grilles d'évaluation, notamment au lycée, on voit que c'est bien indiqué, il faut savoir faire ça au niveau A1, A2, B1, B2, etc. Mais on n'a pas les stratégies dans les grilles, d'accord? Les stratégies, pourtant, elles sont dans les programmes. Et donc, l'objectif de ce live, c'est de se concentrer sur les stratégies et voir quelles sont les stratégies qui marchent en fonction des supports. Juste un petit mot de la fin sur une étude qui a été très très intéressante, qui a été faite sur le plan international, que j'ai vu il y a longtemps, mais j'avais trouvé ça avait été révélateur. En fait, c'était dans le magazine Science, donc un magazine très très sérieux, qui a fait une étude sur les niveaux des élèves, vous savez, les tests internationaux. Donc, juste une parenthèse, toutes les recherches montrent que plus un élève est exposé à la langue en dehors des heures de cours, meilleures sont ses compétences. Donc, n'oubliez pas de rappeler aux parents de regarder des films en VO à la maison. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, dans l'article de Science, c'était très intéressant. En fait, ils ont comparé les systèmes éducatifs, etc. Et ce qui était passionnant, c'était que les Chinois en Chine, qui avaient d'excellents résultats, avaient les mêmes résultats que les Chinois aux États-Unis. Donc, vous savez, aux États-Unis, ils classent les personnes, les personnes se cochent une case comme quoi ils appartiennent à une race, etc. Et donc, ceux qui s'identifiaient aux Asiatiques, en fait, avaient les mêmes résultats que les Chinois en Chine, alors que le système éducatif était très différent. Et ce qui était intéressant, c'est dans l'analyse des raisons pour lesquelles, malgré des systèmes éducatifs très différents, les élèves avaient les mêmes résultats, il y avait un facteur qui était très intéressant, c'était le fait qu'à la maison, alors il y avait deux facteurs qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est qu'à la maison, quand on rentre à la maison, tout le monde travaille autour de la table, et y compris les parents. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a plutôt tendance à dire « Ah vous vous rendez compte, l'élève, il n'a même pas sa chambre pour travailler. » Et donc, comment est-ce qu'il peut travailler s'il n'a pas sa chambre pour travailler? En fait, ce qu'il faut que les parents comprennent, c'est que ce qui va permettre à l'élève de réussir, c'est que tout le monde se mette autour de la table. Les frères, les sœurs, s'il y en a, les parents autour de la table, eux, ils travaillent aussi. Et il y a de l'entraide, chacun travaille sur son truc, s'entraide, etc. Et qu'il y a un moment après le goûter où tout le monde se met autour de la table et travaille. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Et ça m'a semblé vraiment très intéressant. Et le deuxième, là, vous n'avez pas beaucoup sur le plan personnel, ça va peut-être, vous allez dire, ah oui, c'est intéressant, c'est le fait que les parents lisent aux enfants. Le fait que les parents ont lu aux enfants quand ils étaient petits et après, en fait, ça a un facteur important de réussite. Voilà, donc c'est la fin de ce live. J'ai dépassé un tout petit peu. Il est, voilà, donc j'essaye que ça tienne une demi-heure. Et voilà, donc c'est un live
l'objectif, vous voyez, c'est de vous faire, de continuer la réflexion par rapport à la semaine dernière, mais sur un thème différent. Est-ce que vous avez des questions? Ou des commentaires, ou des choses que vous souhaitez partager? Je regarde s'il y a d'autres. Non, il n'y a pas d'autres. Sinon, c'est la fin du live, hein, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des... C'est moins... Enfin, c'était plus... Enfin, bon, c'est différent. C'est bien d'avoir des choses différentes aussi pour les lives. Est-ce que... Donc là, c'est la fin du live. Mais si vous avez des questions, merci pour les petits cœurs, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou vous avez des remarques. Comment vous travaillez, vous, les stratégies en cours? Si vous avez envie de partager ça. Sinon, c'est pas... C'est rien, avec plaisir. Donc, il y a des personnes qui m'aiment merci. Donc, je ne sais pas si je vais le faire tous les mercredis. Hein. Je fais ça spontanément en fonction de mon emploi du temps. Des fois, je bouge un peu pour faire le live. Mais comme j'ai des retours positifs et les gens me disent que c'est vraiment intéressant, voilà, bah, tant mieux. Voilà, vous voyez, c'est éclairant et agréable, merci. Donc, ça permet... alors, c'est vrai que c'est assez pointu quand même, sans être trop pointu. Ça permet de rappeler ce que dit la recherche. Et puis, sans doute que la plupart des choses que j'ai dites, vous le saviez déjà. Mais ça vous permet de vous assurer que ce que vous pensez déjà, ça correspond à ce que dit la recherche. Et puis pour les nouveaux collègues, ça permet aussi de se familiariser avec le langage de la didactique. Voilà, donc en attendant, si les collègues ont des questions, juste pour vous dire, d'accord, merci, c'est aidant, que donc dans l'Académie de Nantes, mais après ce sera mis... ça sera mis sur la chaîne YouTube et puis sur Instagram. Donc, on fait des webinaires pour les professeurs, c'est inscrit dans la formation. Et donc, on fait... donc, les webinaires, l'objectif, c'est un peu comme ce que je fais aujourd'hui, c'est 1 heure maximum. Et donc, on fait un webinaire. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez être n'importe où. Donc, l'objectif, c'est de toucher les gens qui ne peuvent pas se déplacer nécessairement pour une journée de formation. D'accord? L'objectif, c'est pas de remplacer les formations. Ok, je précise. L'objectif, c'est d'apporter des nouveaux moyens de formation et d'accompagnement des enseignants. Et donc, dans l'Académie de Nantes, on met en place des webinaires. Il y a un espace pédagogique où il y a plein de webinaires. Et cette année, on fait la communication non violente. Donc ça, c'est super. Avec Stéphanie Chauvel, qui est une formatrice et qui est formatrice sur la communication non violente. Donc, on fait un webinaire live. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'écrivez. Et puis, je vous enverrai, je ferai une petite liste. Et puis, systématiquement, vous recevrez le lien pour le voir en live. Donc, on fait un webinaire sur la communication non violente le 25 novembre à 15 h. On fait un webinaire sur les classes flexibles. Donc, ça, c'est sympa. C'est toujours avec des enseignants. Donc, je regarde la question après. On fait un webinaire sur le bien-être des élèves. Donc, les classes flexibles, c'est le mercredi 3 décembre à 15 h. Donc, le bien-être des élèves, c'est le jeudi 22 janvier à 15 h. Et le bien-être des enseignants, voilà, donc c'est important. On fait un webinaire sur le bien-être des enseignants le mercredi 21 janvier à 15 h. Voilà. Donc, on est en train de préparer tout le contenu pour faire des choses très intéressantes et que vous ayez plein d'idées pour améliorer votre pratique et le bien-être. Merci beaucoup. Les élèves se posent des questions les mêmes à chaque cours. On remplit la liste écrite en fin de cahier avec chaque nouvelle question apprise pendant le cours. Alors, merci. Les élèves se posent des questions les mêmes. Ok, ils se posent des questions. On remplit la liste écrite en fin de cahier avec chaque... Ok, excellent. Ok, donc j'ai compris. J'ai pas compris vraiment en lisant. Ce qui est important, c'est que les élèves apprennent des questions et que vous répétiez les questions pour qu'ils se les approprient. Voilà, donc c'est vraiment important. Il y a une chose que j'ai vue qui est vraiment bien, c'est des fois, il y a des professeurs, ils font des cavaliers. Et sur le cavalier, on peut mettre par exemple un soleil d'un côté, et ça veut dire l'élève. Donc, alors ça peut être un cavalier ou ça peut être un flashcard, une fiche plastifiée, avec le soleil d'un côté. Et donc il va poser What's the weather like today? Et les autres élèves vont répondre It's sunny, it's cloudy, etc. Et puis au fur et à mesure qu'avance l'année, à chaque fois que vous voyez une nouvelle question, vous créez une fiche plastifiée. Et donc, s'il y a un élève au début d'heure de cours qui interroge ses camarades, en fait, donc il a les fiches plastifiées et il montre la carte et il dit « What's the weather like today ?» Et comme ça, les élèves, ils entendent, ils répètent la structure, etc. Pour un élève qui est un peu plus en difficulté, au dos de la carte, vous pouvez mettre la structure en entier ou le début, l'amorce. Et comme ça, même un élève en difficulté,
il peut aller face à ses camarades et en fait, il monte la carte, mais il peut lire ce qu'il y a écrit derrière. Et je trouve que c'est intéressant, cette idée de toujours mettre l'élève en situation de réussite quand il est face à ses camarades. Et donc, voilà. Donc, en fait, ça participe à ce que vous dites parce qu'il y a la notion de répétition pour arriver à fluency, qui est le 4e point de PowerNation. C'est-à-dire, il faut que ça devienne, qu'on le répète tellement de fois que ce soit vraiment acquis. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment bien de l'écrire, de créer cette liste et de revenir régulièrement dessus pour que ce soit acquis. Donc, ça peut être dans le cahier, ça peut être affiché dans la salle de classe, ça peut être des... En plus, vous pouvez avoir ces flashcards. Alors, quand je disais cavalier, c'est parce qu'il y a des professeurs qui attribuent le rôle de, par exemple, Monsieur Météo ou Madame Météo. Vous voyez, Little Miss, etc. Et donc, en fait, en début d'heure, il interroge, voilà, donc le professeur attribue les cavaliers, ou c'est les élèves qui disent qu'ils veulent être telle et telle personne. Et en fait, donc il y a une personne qui va faire la météo, poser une question sur la météo, une autre personne, etc. Donc c'est le même principe et toujours à l'oral. Donc voilà, donc oui, ce que vous faites là, je trouve que c'est vraiment très très bien. Et donc ce qui est intéressant, c'est dans la répétition, qu'au fur et à mesure qu'on répète, on va acquérir la structure. Et c'est tout l'approche neurolinguistique des langues. Donc, dans la méthode UDELET, en fait, c'est basé sur la recherche des chercheurs à l'université de Nantes en didactique. C'est vraiment très, très intéressant. Elles font un travail extraordinaire et elles font un travail de comparaison entre les collèges, entre les classes. Les professeurs sont formés et testés. Et après, on vérifie est-ce que les élèves progressent mieux avec tel type de pédagogie et tel type de pédagogie. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et zut, la dernière fois j'ai voulu vous montrer le livre et je ne l'avais pas. Et donc en fait, dans la méthode UDELET, en fait on a appliqué cette méthode-là qui est ce qui est fondamental. Et vous le savez, hein, les professeurs le faisaient déjà, hein, mais c'est juste pour vous dire que c'est vraiment important, c'est de développer l'oral. L'oral, parce que ça participe non seulement à l'acquisition des structures, mais au bien-être et au bonheur des élèves. Je l'ai déjà dit, mais c'est important hein, de répéter. Type N ou ping-pong. Alors là, je ne comprends pas. Type N. Ah, la chaîne. Vous voulez dire chaîne, le travail en chaîne. Oui. Alors là, je trouve que c'est excellent. Le travail en chaîne où une personne pose une question et puis après une autre personne pose une question, une autre personne pose une question. Et vous pouvez très bien avoir une petite balle si les élèves ne vont pas s'amuser à la lancer partout. Mais le travail en chaîne, oui, two thumbs up. Parce que ça permet justement à tous les élèves de vous continuer jusqu'à ce que tous les élèves aient pris la parole en début d'heure. C'est un classique, mais les classiques sont très bien. Type chaîne, oui, d'accord. Type chaîne. Voilà, va-t-il y avoir des replays des lives? J'ai raté le début de celui-ci. Oui, tout est enregistré et mis sur la chaîne Instagram. Donc en fait, je le laisse, je l'enregistre sur la chaîne. Donc la semaine dernière, il y est aussi. Et donc celui-là va être enregistré et vous pouvez voir le début. Voilà, et puis je le mets sur la chaîne YouTube. Voilà, donc merci aux collègues pour cet échange. Et donc c'est bien, 45 minutes. La dernière fois, ça a duré 1h30. Je me disais, mon Dieu, les collègues, ça fait beaucoup pour vous quand même. Après une journée, enfin, vous n'avez pas cours nécessairement le mercredi après-midi, mais l'objectif, ce soit court, que ce soit, on dise les choses, qu'il y ait quelques pistes intéressantes. Et bonne continuation à tout le monde. Et si vous avez des souhaits de live, vous n'hésitez pas à m'écrire. Et je le fais avec plaisir. Bonne continuation à tout le monde et à bientôt. Au revoir.